chambre noire de Longwood, ce n'est pas un livre sur Napoléon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté sans doute parce que c'était Napoléon. Mais ce n'est pas un livre sur Napoléon, ce n'est même pas un livre sur la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. Je dirais plutôt que c'est un livre sur l'odeur de la captivité. La première chose, enfin, je ne sais pas si vous avez visité quelquefois des prisons, la chose qui frappe le plus quand on visite une prison, c'est l'odeur. Hein, cette odeur de corps, cette odeur de mauvaise cuisine et qui donne l'impression ou la représentation d'un monde clos où l'air se renouvelle très très peu. Alors, l'odeur de la captivité, bon, moi ce livre-là, je l'ai écrit en pensant d'abord surtout aux odeurs, parce que le sens olfactif, c'est un sens dont on parle assez peu. Hein. Et l'olfaction a joué un rôle très important dans la vie de Napoléon, même si je n'ai pas écrit un livre sur Napoléon. Napoléon a ce site très moderne, justement, c'est que ce sens olfactif, eh bien, il a, alors que c'était un sens tabou, comme je le disais, il a osé l'exprimer. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Et à l'époque de Napoléon, il faut bien dire que c'est un sens dont on parle que très peu. Hein. Bien sûr, dans la littérature, on évoque les parfums, les onguents, enfin, j'allais dire que les bonnes odeurs. Et il faudra attendre, comme vous le savez, des gens comme Baudelaire quand on parle de l'odeur de la chevelure, l'odeur du corps de la femme, etc. Et la première... Alors on parle souvent aussi en littérature de la fameuse Madeleine, hein, de Proust, et de ses liens avec la mémoire, alors que je pense, enfin pour la petite histoire, que le premier qui a parlé de cela, l'odeur, enfin une chose qui évoque un parfum, je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau, hein, dans les Confessions. Il voit un moment des pervenches et ça lui rappelle l'odeur de son enfance. Donc il est bien avant Proust le premier à parler de ces choses-là. Bon, le sens olfactif donc est un sens tabou. Encore une fois, je le répète, c'est un sens qu'on n'éduque pas chez l'enfant. Enfin, en France, en tout cas, c'est un sens qu'on n'éduque pas chez l'enfant. On apprend à l'enfant le petit bruit avec la musique, le toucher avec la gymnastique, le sport, la vue, l'initiation à la peinture, mais l'odorat, c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué. Donc Napoléon est quelqu'un qui a eu des rapports très inattendus avec l'odorat. Et Napoléon, il y avait des odeurs qui lui causaient une véritable souffrance. Lorsqu'on lit des souvenirs, des mémoires de l'époque, il y a beaucoup de mentions qui sont faites sur cette répulsion que Napoléon avait par rapport à certaines odeurs. Par exemple, le baron Fin, qui était son secrétaire, raconte qu'il avait renvoyé un serviteur parce qu'il ne pouvait pas supporter son odeur sui generis. Et il y a une anecdote que j'évoque dans mon livre, lorsque Napoléon se trouvait en Espagne, pour la campagne d'Espagne, à Madrid. Il se trouve à Madrid et il a repéré une jeune actrice, une comédienne, et il la convoque le soir chez lui, enfin au palais, et va sans doute devenir sa maîtresse, mais elle s'est aspergée de parfum, et il y a un parfum qui ne plaît absolument pas à Napoléon, et il la renvoie sans aucune explication. Et dans le bateau qui l'emmène à Sainte-Hélène, je reviendrai tout à l'heure sur cette histoire, et il y a une odeur qu'il ne supporte absolument pas, c'est l'odeur de la peinture. Et vous savez que sur un bateau, on passe son temps à mettre des couches parce qu'il faut occuper les marins, et puis bon, on a toujours
besoin d'entretenir ces bateaux, et Napoléon éprouve une véritable souffrance avec cette odeur de pâture. Bon, puisque je parle de ce bateau qui l'emmène à Sainte-Hélène, il faut peut-être donner quelques éléments sur cette histoire quand même de Napoléon à Sainte-Hélène. Je rappelle quand même quelques faits. Donc Napoléon, vaincu à Waterloo le 18 juin 1815, va revenir à Paris à la fin du mois de juin. Il va passer quelques jours au château de la Malmaison, où avait vécu l'impératrice Joséphine. Et d'ailleurs, c'est très amusant, cette histoire de la Malmaison. Il va rester 3 jours et il va prendre un certain nombre de livres. Il va piquer des livres dans la bibliothèque de Joséphine, qui est morte déjà depuis une année. Et ce sont des livres uniquement sur les États-Unis. Et Napoléon a l'idée bien arrêtée à ce moment-là de partir aux États-Unis, hein, de s'exiler aux États-Unis. Et ça fait partie d'un des nombreux mystères de cette réédition de Napoléon, c'est qu'il va renoncer donc à s'enfuir. Ça aurait été très facile pour lui de le faire, et pour une raison inconnue, il se rend aux Anglais, il va se rendre aux Anglais, donc il s'en va vers la côte atlantique, vers le port de Rochefort, et le 15 juillet donc 1815, à peu près un mois après la défaite de Waterloo, il décide de se rendre aux Anglais pour, encore une fois, on n'a pas d'explication véritablement satisfaisante sur les raisons de cette reddition. Et il va être emmené en Angleterre, et le 31 juillet 1815, on va lui notifier sa déportation à l'île de Sainte-Hélène. Et pour lui, c'est un choc très profond, parce qu'il avait toujours pensé que les Anglais allaient l'exiler dans quelques manoirs ou dans quelques châteaux du Kent. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose j'allais dire, de très traumatisant. Bon, il y a aussi... c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, à cette époque-là, c'est un homme suprêmement intelligent, mais qui est vraiment, comme on dit en français, sonné par ce désastre de Waterloo. Il a du mal à prendre ses repères, ses marques, comme on dit aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi une des raisons de cette reddition. Hein. Il n'a pas su apprécier avec cette fameuse lucidité, ce fameux discernement napoléonien, hein, puisqu'on dit souvent que l'intelligence de Napoléon, c'est cette capacité justement à séparer l'accessoire de l'essentiel, le détail. Bon, et là, il ne sait pas. Il a du mal à apprécier les situations. Donc, les Anglais décident de le déporter à Sainte-Hélène. Et le bateau va lever l'ancre le 8 août 1815, et ça va être une traversée qui va durer 70 jours. Aujourd'hui, on met 15 jours, mais on va toujours en bateau à l'île de Sainte-Hélène. Donc, cette traversée qui va durer 70 jours, Napoléon, c'est pas du tout le sort qu'on lui réserve là-bas. Et il y a un mot d'ailleurs très intéressant au cours de cette traversée, c'est que, alors il est accompagné, je crois aussi qu'il faut préciser cela, c'est un prisonnier, mais il a eu la possibilité quand même de choisir un certain nombre de compagnons. On peut dire que à part un personnage qui est le grand maréchal Bertrand, il ne les connaît pas, il les a aperçus vaguement, c'est ce qu'on pourrait appeler des seconds plutôt. Ces 4 personnages sont donc Lascaz, qui va écrire ce fameux mémorial, qui est un des grands succès de librairie du XIXe siècle, un des grands sujets, un des grands best-sellers, hein, le mémorial de Sainte-Hélène. Gourgaud, qui est un général qui connaît vaguement, et un couple, le comte de Montelot. Et le 4e que j'ai nommé tout à l'heure, le
grand maréchal Bertrand. Le grand maréchal Bertrand et Montholon sont accompagnés par leur épouse et par leurs enfants. Et puis avec un certain nombre de serviteurs, il y en a une dizaine, un cuisinier, et parmi ces serviteurs, on pourrait dire qu'il y a deux figures qui se détachent, deux figures d'ailleurs assez belles, Marchand, son premier valet de chambre, et Ali. Ali, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il est très intéressant dans cette captivité. Il s'appelle Ali, en fait, il n'est absolument pas musulman ou arabe, comme il a succédé au Mamelouk Roustan, on lui a donné ce nom de Ali. Donc, ce voyage qui va durer 70 jours, à un moment, Napoléon, donc, qui est très traumatisé par ce qui vient de lui arriver, et angoissé aussi, et demande à Lascaz, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette île? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce coin perdu? Et Lascaz lui répond, Sire, nous vivrons du passé. Et je crois que c'est un moment important, parce que je crois que là, Napoléon a commencé à se rendre compte le parti qu'il allait tirer de ce drame, de ce calvaire. Je parlais tout à l'heure des 4 compagnons qui l'ont suivi. Vous savez que là, les 5 ans et demi de captivité de Napoléon à Sainte-Hélène vont être, dans la propagande bonapartiste de l'époque, vont être ressentis un peu comme la passion du Christ. Hein. Et les quatre compagnons, ce sont les 4 évangélistes. Hein. C'est un véritable chemin de croix que l'empereur a connu pendant ces 5 années et demie de captivité. Il arrive à Sainte-Hélène le 15 octobre 1815, et ce qu'il faut souligner, c'est que les Anglais savent absolument pas où ils vont le mettre. Hein. Ils ont de vagues idées. Pendant les 2 premiers mois de cette captivité, Napoléon va vivre dans une petite maison qui existe toujours, d'ailleurs, qui s'appelle les Briards, les Églantiers. Et ça va être d'ailleurs les moments les moins difficiles, les moins durs de sa captivité. Il y a un couple d'Anglais qui vit là, il y a une petite fille, et il y a une petite fille qui a une dizaine d'années avec laquelle il va avoir des conversations, il va s'amuser. C'est une période relativement douce pendant cette captivité, et pendant ce temps-là, on est en train de préparer le lieu qui lui a été attribué, qu'on a fini par trouver, qui est Longwood. Et Longwood, on peut dire que Longwood, c'est vraiment le lieu le plus... ils ont vraiment choisi le lieu le plus affreux de l'île. L'île de Sainte-Hélène n'est pas... Bon, c'est une île volcanique. L'île, enfin, je rappelle à peu près où elle se trouve, elle est à 2000 km des côtes africaines, 3000 km du Brésil. La superficie, c'est environ, c'est Belle-Île, l'île de Belle-Île, 122 km². Je devrais donner des équivalences en américain, enfin dans les mesures américaines, mais je ne les connais pas. Je ne sais pas si vous pouvez Donc, Longwood est un endroit, c'est l'endroit le lieu le plus venteux, le plus humide de l'île. C'est un lieu qui est perpétuellement martelé par l'Alizé. Et pour vous donner, et alors, ce qui frappe quand on entre dans cette maison, elle n'a pas bougé. Et c'est ça qui est très émouvant, c'est que cette maison de Longwood, elle aurait certainement été détruite par tous les adorateurs de l'empereur. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fétichistes de Napoléon en France et même ailleurs. Et ce lieu, finalement, est intact aujourd'hui parce que c'est l'isolement qui a sauvé cette maison. C'est pas un musée. Vous savez, quand on entre dans cette maison, on a l'impression que l'empereur et ses compagnons sont sortis dans le jardin et qui vont surgir d'un moment à l'autre. C'est pas un musée. Il n'y a pas
de choses sous verre, et c'est ce qui la rend très très émouvante. Et il y a le consul de France qui vit dans cette maison, qui est une maison, certainement une maison hantée. Et ce qui frappe dans cette maison, c'est son odeur. Et c'est une odeur très... moi j'ai écrit un livre sur cette odeur, donc il est difficile d'en parler. On écrit des livres d'ailleurs parce qu'on ne sait pas en parler. Donc ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis entré dans cette maison, c'est cette odeur. Une odeur d'humidité, mais il y a plein d'autres choses. L'odeur de la captivité et beaucoup d'autres choses qui se mélangent. Mais l'humidité, je crois que c'est quelque chose de très important. Pour vous rendre compte un peu de l'humidité de ce lieu, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a des déshumidificateurs dans chaque pièce, et chaque nuit, à la saison des pluies, on ramasse à peu près, alors là j'ai l'équivalent dans vos mesures américaines, 2 gallons d'eau par 10 litres d'eau. 10 litres d'eau par nuit. Pour vous rendre compte de cet état d'humidité qui pouvait régner au temps de la captivité de Napoléon, et encore aujourd'hui. Et vous savez, quand Napoléon voulait jouer aux cartes, il fallait les passer dans un four parce que c'était de la bouillie. Et les habits, les uniformes se couvraient très rapidement d'une couche de moisissure. Donc Napoléon, qui était un Méditerranéen, a beaucoup souffert dans cette maison. C'est une maison où il y avait toujours de l'humidité, très peu de soleil, oui, tout cela pour dire que dans l'exercice de la reconstitution, le sens olfactif, les odeurs ont joué un rôle très très important. Parce que, au début de la captivité, pour Napoléon, les choses se sont relativement bien passées. C'est-à-dire que, comme lui avait dit Lascaz, Sire, nous vivrons du passé, Napoléon, quand il a vu cette île, qui est assez sinistre quand même d'aspect, c'est une île volcanique très noire, très sombre, médiatisation, c'est des mots qu'on n'utilisait pas pour l'époque, mais la modernité aussi de Napoléon, c'est ce parti, lui, il n'avait pas de conseiller en communication, et c'est lui qui véritablement a deviné d'emblée le parti qu'il avait tiré de cette tragédie et de cette souffrance, et qu'il allait retourner on dit souvent que la plus belle victoire qu'il a remportée, c'est à Saint-Hélène, je pense aussi. Donc, la reconstitution du passé va jouer un rôle très important au début de la captivité, et c'est un homme qui dicte, il va dicter toute la gloire, tout ce qui s'est passé avant, et là il va le raconter, et avec une division du travail, c'est-à-dire Alaska, c'est la campagne de Russie, à Bertrand, ça va être la campagne de France. Chacun, et il est capable de dicter pendant 18 heures, et sans... il est debout. C'est un homme d'ailleurs qui n'a jamais écrit de sa vie, Napoléon. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on parlait tout à l'heure de Chateaubriand. Chateaubriand a dicté une large partie des mémoires d'outre-tombe. Et Napoléon, on peut dire qu'après la campagne d'Italie, c'est-à-dire autour de 1797, c'est un homme qui ne sait plus écrire. D'ailleurs, il avait une orthographe absolument déplorable. Il confondait beaucoup de amnistie, armistice. Il parlait un français très approximatif. Et j'en parle d'ailleurs à un moment dans ce livre. Ce qui est assez un détail, d'ailleurs, comment parlait Napoléon, quel était l'accent de Napoléon, c'est intéressant. Et personne ne sait nous dire comment il était, comment il prononçait le français. C'était un Corse, il était français depuis... il est né en 1769, la France a acheté cette île en 1768, avec est-ce qu'il doublait les airs comme un Méditerranéen, comme un Italien, on ne sait absolument pas. Je pense qu'on ne le sait pas, parce que ça n'intéressait pas les témoins de l'époque. Il y avait une telle chatoyance des accents de toutes les provinces françaises.
Mais en même temps, quand il était le chef de la Grande Armée, il fallait quand même qu'il puisse s'exprimer avec clarté. Il y avait des gens comme Kléber qui étaient d'origine alsacienne, qui parlaient très mal le français. Vous aviez Masséna qui était niçois. Vous aviez Soult qui était du sud-ouest de la France, qui parlait l'occitan. Donc quand même, Napoléon se devait de parler. Mais il avait un chef d'état-major absolument formidable qui était Berthier. D'ailleurs, il ne l'avait pas à Waterloo. Et ça lui a beaucoup manqué. Berthier était un homme très important parce que justement, cette espèce de parfois d'approximation que pouvait avoir Napoléon, il savait la traduire avec beaucoup de clarté. Donc, comment parlait Napoléon, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il parlait, il y avait beaucoup de mots qui confondaient. Mais c'est même assez hallucinant. Donc, alors, il dictait et au début, on peut dire que les choses se sont assez bien passées. Je crois que les choses se sont assez bien passées et en même temps, il y a quand même des mystères dans cette captivité. Lorsque vous lisez les mémoires, les témoins de la captivité, il y a des notations qui laissent un peu perplexe parce qu'on n'a aucune explication. Il y en a beaucoup dans Lascaz, il y en a beaucoup dans Gourgaud, il y en a quelques-unes aussi dans Bertrand. C'est l'empereur n'est pas apparu, il est resté dans sa chambre noire, la fameuse chambre noire de Montboulle qui a donné le titre à mon livre. Et c'est, je pense, ces périodes où il est capable de rester une journée, 2 jours, voire une semaine. C'est des périodes, on pourrait dire aujourd'hui, des périodes de dépression. C'est un mot qu'on n'utilise pas, c'est un mot inconnu. Même la mélancolie, c'est un mot qui est relativement peu utilisé. Enfin, on parle de tristesse, la tristesse. Et ça, je crois qu'on peut parler véritablement de dépression, mais c'est un homme qui vraiment est abattu, submergé par le sort qui lui est fait. Mais il n'y a aucune explication qui nous est donnée. Parce que c'est un homme qui n'a pas pu se confier. Je veux dire, toute cette tristesse qui l'a submergé pendant ces 5 années et demie de captivité, il n'a pas été en mesure d'en parler, parce qu'il pensait que c'était indigne de son rang. Donc il n'en parle pas à ses compagnons. Et je pense que... Alors, il parle beaucoup de l'odeur, de cette humidité de Longwood. Et je pense que cette odeur de faisandé des tropiques, je pense que c'est quelque chose qui il y fait parfois allusion, et je crois que c'est... je crois que... Bon, je parlais tout à l'heure de l'odeur des prisons. Je crois que l'épreuve suprême pour un captif, pour un prisonnier, c'est l'épreuve du temps. Hein. Et je pense qu'on ne souligne pas assez le fait, le rôle des odeurs dans le déroulement du temps. Et bon, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'odeur des prisons, et les prisonniers, je dirais, pianotent interminablement sur quelques odeurs. Hein. Il y a quelque chose de très répétitif et qui représente peut-être pour eux le temps arrêté. Et c'est un peu comme, vous savez, comme les enfants qui pianotent, qui cherchent des notes. Et on a l'impression, quand on lit les témoins de l'époque, que Napoléon est un peu dans cette situation-là. Quand je parlais aussi du rôle des odeurs, quand il voit son geôlier pour la première fois, Hudson Law, parce que évidemment il faut pour Hudson Law, le geôlier de Napoléon, évidemment c'est le bouc émissaire idéal. Et la première fois qu'il le voit, il dit, moi j'ai
le flair, il le dit, j'ai flairé chez cet homme quelque chose, je ne sais plus quelle est l'expression qu'il a choisie, mais en tout cas, la première fois qu'il voit son geôlier, avec lequel il va avoir beaucoup de problèmes, il en parle de manière olfactive. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, quand on visite aujourd'hui Longwood, la chose la plus fascinante, c'est la baignoire. La baignoire est restée, la baignoire de Napoléon. Et moi, je suis resté des heures à la contempler parce qu'elle donne. Vous savez que Napoléon, c'était quelqu'un qui a passé vraisemblablement plus de temps dans sa baignoire qu'à cheval, même au temps de sa gloire. Et beaucoup de décisions de l'empereur sont prises dans sa baignoire. Vous savez qu'il se levait à 3 heures du matin, il se faisait couler un bain et il convoquait, pardon, très chaud, oui, et il convoquait ses secrétaires et il se mettait à dicter, dans sa baignoire. Et là, je parle au temps où il était empereur, au temps où il était au Tuileries ou à Saint-Cloud. Et lorsqu'il sortait de sa baignoire, eh bien, il s'aspergeait de colonne. C'était quelqu'un aussi qui, par rapport à l'époque, qui avait un très gros souci de l'hygiène. Et je reviendrai sur cette colonne parce qu'elle est très importante. La première chose que Napoléon demande à Sainte-Hélène, c'est une baignoire. Et on lui en trouve une, et c'est cette baignoire d'ailleurs qu'on voit toujours à Sainte-Hélène, et je disais qu'elle est très importante parce que pour moi elle symbolise l'homme nu, l'homme vaincu, l'homme désarmé. Et à la fin de sa captivité, Napoléon passera le plus clair de son temps, les deux dernières années de sa captivité. Napoléon va les passer dans sa baignoire. Il mange dans sa baignoire, il lit dans sa baignoire, mais c'est quelque chose comme un peu le liquide amniotique vous savez, quand les gens voient la fin, il y a un retour à l'enfance. Eh bien, je pense que chez Napoléon, il y a certainement cette manière, enfin bon, il est une espèce de torpeur, voilà, je parlais tout à l'heure de dépression, il n'a plus de goût à rien. Bon, ça survient, c'est cette période-là où il a véritablement perdu toute illusion et où il appelle la mort de ses voeux. On peut dire que ça correspond environ à l'année 1818. Il est arrivé donc à Sainte-Hélène en 1815 et il va mourir en 1821. 1818, c'est une date importante parce que c'est là où il a fondé beaucoup d'espoir dans le congrès d'Aix-la-Chapelle. Le congrès d'Aix-la-Chapelle qui se réunit, ce sont les vainqueurs de Napoléon, et lui il se dit peut-être que je vais revenir, on ne va peut-être pas me libérer, mais je vais peut-être me rapprocher de l'Europe. Il avait pensé qu'on allait peut-être le mettre à l'île de Malte, ou à Bellevue. On a parlé un moment de Bellevue, et il apprend quelques mois plus tard les résultats de cette conférence d'Aix-la-Chapelle, et que non seulement il ne reviendra pas en Europe, mais que les conditions de détention se sont durcies. Et là, véritablement, il perd toute illusion, et c'est... Puis 1818 aussi, c'est le départ de quelqu'un, enfin il faut parler de ça aussi, c'est le départ d'Alpine de Montolon, la femme de Montolon. Ce qui s'est passé entre Alpine de Montolon et l'empereur, ça on ne saura jamais quelle a été sa maîtresse. En tout cas, elle part et Napoléon, le jour de son départ, la regarde partir, il écarte le rideau et il dit que c'est la seule fois de sa vie où il a pleuré. Et bon, bah, donc ces deux choses-là font que ces 2 dernières années sont des années assez noires pour lui.
Et lorsque on pénètre dans cette maison de Longwood, encore une fois, c'est une maison indemne, hein, elle n'a pas bougé depuis la mort de Napoléon, le 5 mai 1821. Eh bien, il y a des vibrations particulières, il y a des choses très bizarres qui s'y passent. Et dans cette grange, eh bien, il y avait déjà, avant Napoléon, il y avait un fantôme. Hein, et moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui vivent à Sainte-Hélène et qui l'ont rencontré. C'est un Danois qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était un marin, et j'ai rencontré au moins 2 ou 3 personnes à Sainte-Hélène qui l'ont vu. La cuisinière du consul de France à Sainte-Hélène s'est trouvée nez à nez un jour avec lui. Je n'en parle pas dans mon livre, parce que ça ne va pas être très sérieux. Voilà. Donc, ce livre que j'ai écrit, c'est la description d'un lieu hanté. Voilà. Maintenant, si vous voulez, si vous avez quelques questions à me poser, j'y répondrai volontiers. Oui, monsieur. Moi, je vois sur la quatrième de couverture de votre livre que vous êtes un amoureux des îles. Ouais. Est-ce que vous pourriez préciser davantage cet amour des îles? Parce que c'est une... Moi, je suis allé à Sainte-Hélène. La première phrase de mon livre, c'est je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour Napoléon, donc j'avais une certaine réticence à aller à Sainte-Hélène. Et un jour, j'avais écrit un livre précédemment sur des îles, les îles Kerguelen. Et vous savez, on a des étiquettes comme ça, donc j'ai été un homme très vite voué aux îles. Et un magazine que vous connaissez peut-être, Géo, m'a demandé si ça m'intéressait de partir d'aller à Sainte-Hélène. J'y suis allé et j'ai accepté de m'y rendre parce qu'il n'y avait pas d'aéroport. Hein, c'est un lieu où on se rend par bateau. Il y a 15 jours de traversée et ça m'a beaucoup plu. C'est comme Kerguelen, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'avion et une très longue traversée. Et je crois que c'est très important pour visiter un lieu, c'est cette attente et aussi ce sentiment d'ennui, hein, que vous procure la vie sur un bateau. Et vous êtes dans l'attente, dans le désir, vous vous demandez ce que va être ce lieu qui est votre lieu de destination. Donc je pense que j'ai accepté d'abord, non pas pour Napoléon, mais parce que c'était un lieu qui se donnait par voie maritime et non par voie aérienne. Et voilà, et je ne savais absolument pas que j'allais écrire un livre sur cette île, un article, mais pas un livre. Et c'est sans doute parce que j'ai eu l'impression que j'avais beaucoup de choses à dire, et ce livre est né peut-être d'un sentiment de frustration. Voilà. Et peut-être aussi parce que vous y faisiez allusion tout à l'heure, le fait, disons que il y avait ma captivité, celle de Napoléon, je me suis dit, ma captivité n'a rien à voir avec celle de Napoléon, et en même temps c'est la même chose parce que je crois que toutes les expériences d'enfermement sont les mêmes. Mais j'ai dû quand même résoudre, je vais dire, cette contradiction. Et ça m'a fait hésiter un certain temps. Je me suis décidé à l'écrire, disons, une année après m'être rendu à Sainte-Hélène. J'espère avoir répondu. On a ici aussi une petite île qui est un lieu de détention célèbre. Oui, j'ai eu la visiter ce matin, mais j'ai raté le bateau. Je suis très attiré. Oui, il est à la nage. Non, ça ne marche pas. Oui, j'ai eu envie de la visiter justement pour l'odeur. Oui. J'ai pas pu. J'avais personnellement 2 questions. La première, c'était comment c'est littéralement, quelle était la partie un peu autobiographique dans votre livre, et le fait que, comme on dit à l'instant, les captivités ont un côté qui se ressemble, et après tout, le fait d'être dans une île, c'est
déjà complicatif. Et c'est peut-être à travers ça ce que vous avez essayé de retrouver, de cette façon. Ce que vous avez dit à la fois dans votre livre, fort bien de façon verbale, c'est-à-dire l'aspect des odeurs de captivité. Moi j'ai trouvé ça, mais j'ai aussi trouvé autre chose, c'est-à-dire que le monde que vous décrivez, qui est celui de cette île, qui est loin de tout, qui finalement a ses montagnes et puis ça se trouve au milieu, c'est un endroit idéal pour une captivité. J'y vois plus également des aspects d'une vision d'un monde clos, fermé, où finalement, au bout d'un certain temps, Napoléon, qui croit encore à son passé et qui s'y retrouve, finit par s'y oublier lui-même parce qu'il n'a plus d'espoir. Donc ça va beaucoup, pour moi, c'est l'aspect, effectivement, des odeurs, sans doute un aspect important, mais ce n'est pas celui qui m'a frappé le premier. Voilà. C'est lequel alors? C'est cette description de ce monde qui se referme finalement sur la personne qui est au milieu et qui tout d'un coup perd l'espoir. Oui, c'est vrai. Oui, parce que Napoléon avait la possibilité, bon, on peut dire que c'était un prisonnier un peu particulier, dans la mesure où il avait la possibilité de se promener, enfin, mais bon, ça c'est aussi, on ne peut pas trop entrer dans les détails, mais il a la possibilité de se promener, mais accompagné par un officier anglais, et il trouvait cela indigne de son rang, donc il s'est enfermé. Et finalement, il n'est pratiquement jamais sorti de cette maison de Longwood. Bon, il y a les jardins où il s'est promené au début, puis après, il n'est plus sorti pratiquement. Donc, et il y a quand même... l'enlisement un peu. Pardon? C'est un peu l'enlisement. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Oui. Donc, et il y a quand même des aspects riants dans cette île mais il a refusé de les voir. Et moi aussi, d'ailleurs, je n'ai visité et je ne me suis rendu que dans les lieux qu'il avait connus. Il y en a quelques-uns qui sont assez jolis. Enfin, c'est quand même une île assez sinistre. C'est une île assez sinistre parce qu'il y a toujours cette espèce bon, elle est perdue au milieu de l'Atlantique Sud. Il y a toujours ce chapeau de nuages là au-dessus de l'île qui s'accroche à ces reliefs et qui fait qu'il fait rarement beau. Mais on le sent, à travers votre livre, effectivement, cette espèce de descente vers le désespoir, malgré tout, qui est sans doute l'histoire de Napoléon à Saint-Hilaire. C'est intéressant, c'est pour ça que je pose cette première question. C'est-à-dire, comment voit-on ça par rapport à ce côté un peu forcément autobiographique ou ressenti par rapport à ce que vous avez vous-même vécu, qui forcément ne peut pas être complètement détaché de tout cela. Oui, c'est vrai. Oui. Oh, vous avez raison. Contrairement à mon camarade ici, et néanmoins j'ai été alors, il y a Longwood, qui est assez important, parce qu'il y a des jardins autour, qui sont assez beaux d'ailleurs, et quand on les visite aujourd'hui, on se dit, oh, finalement, c'était pas si terrible que ça, mais ce jardin a été aménagé après, parce que tous ceux qui sont venus, qui ont visité Longwood, ils ont planté leurs arbres, alors il y a une très belle végétation, il n'y avait rien au temps de Napoléon, c'était nu. Donc il y a cette maison de Longwood, la tombe, puisque comme vous le savez, Napoléon a été enterré à Sainte-Hélène, et puis 19 ans après, en 1840, on a décidé de rapatrier sa dépouille en France. D'ailleurs, petit détail, vous savez que ce qui a absolument étonné sous les tropiques, tout va pourrir très vite, c'est que lorsqu'on a dû le sortir du cercueil de Napoléon, pardonnez ce détail macabre, en fait, il y avait 5 cercueils. Et quand on a ouvert le cercueil, on l'a ouvert à peu près 2 à 3 minutes. Et il y avait des gens qui étaient là et qui l'avaient accompagné qui étaient là le jour de sa mort, notamment Marchand, celui qui lui a fermé les yeux, c'est Marchand. Il était là parce qu'il faisait partie de l'expédition. C'est ça qui est extraordinaire, tous
enfin, tous ces gens-là, ces 4 personnes notamment qui l'ont accompagné, évidemment, nous on connaît la suite, mais je trouve que c'est des figures quand même dans l'ensemble assez admirables. Et ils ne savaient pas du tout, ils partaient avec un vaincu, avec leur famille, ils ne savaient pas s'ils allaient revenir. Donc, quand Napoléon est mort le 5 mai 1821, donc ils sont 20 jours après, ils sont partis, ils ont pris un bateau qui transportait des bestiaux, et puis ils ont débarqué en Angleterre, ils pensaient que c'était terminé, quoi, pour eux, c'est fini. Et ils disent devant, après, il y a une sorte de happy end, là, ils reviennent, hein, pour la plupart, fêtés, et lorsqu'on ouvre le cercueil de l'empereur, Marchand qui lui a fermé les yeux, il est absolument, il a un recul, parce qu'il n'a absolument pas bougé. Il est absolument intact. Intact, avec le même sourire que le jour où il est mort. Et ça, c'est bon, enfin, on a refermé très rapidement le cercueil. Donc, comment est-ce qu'un mort peut sourire? Je ne comprends pas comment est-ce qu'un mort peut sourire. Ben si, oui, vous savez, quand on meurt, vous ne le saurez pas. Si, il y a cette espèce d'apaisement, cet apaisement, il avait beaucoup souffert, Napoléon, il y a un apaisement, quelque chose qu'on peut en effet interpréter comme un sourire, comme quelque chose de pacifié. En tout cas, il y avait un sourire, paraît-il, chez Napoléon. Je ne sais pas. Et alors, une dernière chose aussi, vous savez qu'on a failli avoir une photo de Napoléon. Et Emmanuel Lascaz avait apporté avec lui un daguerreotype. Malheureusement, la période de pause, c'était 5 à 6 heures et il n'a pas pu s'en servir. Mais on aurait dû avoir une photo de Napoléon. C'est quand même extraordinaire. Le daguerreotype avait été inventé 5-6 ans auparavant, 1836, je crois, le daguerreotype. Donc, alors, la tombe fait partie des domaines français de l'île de Sainte-Hélène, et puis cette petite maison des Briards dont j'ai parlé tout à l'heure, où il a vécu les 2 premiers mois de sa captivité. Donc, il a du boulot. Et le consul, enfin le conservateur des domaines français de Sainte-Hélène fait tout. Il est bûcheron, jardinier, administrateur, enfin il fait beaucoup de... Donc il habite obligatoirement dans ce lieu qu'il doit quand même entretenir. Et ce lieu, d'ailleurs, c'est un peu comme le bateau qui emmenait Napoléon à Sainte-Hélène, c'est qu'il ne faut le peindre perpétuellement. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez terminé, c'est comme sur un dos, il faut recommencer à l'autre bout, parce que c'est tellement humide, donc ça exige un entretien constant. La deuxième question que vous me posiez, c'était... là. Est-ce qu'on a dit du goût qu'avait Napoléon, qu'est-ce qu'il mangeait de cuisine Napoléon n'avait aucun, c'était absolument pas un gastronome, comme vous le savez. Hein. Il buvait du vin, il était plutôt Bourgogne, lui, que Bordeaux, et il buvait du Gevrey Chambertin avec, il était moitié eau, moitié vin. Vous savez, puis les repas étaient expédiés à Sainte-Hélène, pourtant on avait le temps, en un quart d'heure, mais même à Saint-Cloud, aux Tuileries, lorsqu'il était empereur, les gens, quand ils venaient quand il y avait des banquets officiels, etc., les gens mangeaient toujours avant, parce qu'on savait que ça allait se passer à toute vitesse. Il n'était pas intéressé. C'était pas un grand voluptueux, Napoléon. Alors à Sainte-Hélène, justement, il était obligé de boire du Bordeaux. Mais il y avait une consommation de vin absolument extraordinaire. Mais lui, il buvait assez peu, et c'était tous les gens qui étaient autour. À Longwood, qui était une maison très petite, il y avait, disons, en 1817, il y avait 60 personnes qui vivaient dans cette maison. Alors il y avait les familles de ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait leurs serviteurs, il y avait une j'en ai pas parlé, mais il y avait une promiscuité absolument épouvantable. Hein, les gens vivaient les uns sur les autres. Hein. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs. Consommation de vin.
Là. Sur le vin. Oui, alors, tous ces gens-là, ils s'en donnaient à cœur joie. Et alors, quand Hudson Law venait voir l'empereur, enfin le captif, il voyait tous ces cadavres de bouteilles et il voulait récupérer d'ailleurs, comme aujourd'hui, les bouteilles intactes pour les revendre. Il les cassait exprès. Et alors, ça le mettait hors de lui. Et on a calculé le consul de France à Sainte-Hélène, le père, qui est malheureusement décédé, que j'ai connu pendant mon voyage, avait calculé que, par exemple, entre, je sais pas, il avait calculé sur une période d'un trimestre, fin 1817, 3000 bouteilles de vin. Pas mal, hein? 3000 bouteilles, un trimestre. 60 personnes. Et il avait un pâtissier, mais le pâtissier, il faisait surtout des friandises pour les enfants de Bertrand et de Montelot. Napoléon aimait beaucoup les enfants et les enfants l'aimaient beaucoup et il s'amusait beaucoup avec eux parce qu'il avait, il se laissait un peu aller, on était toujours obligé de l'appeler Sire, Votre Majesté, et surtout à Sainte-Hélène. Ali, à un moment, oublie de lui dire Sire, Votre Majesté, et Napoléon lui a jeté un coup de pied parce que c'était important pour lui. On peut trouver ça ridicule aujourd'hui, mais c'était ce qui lui restait. Hudson Law, son geôlier, l'appelait le général Bonaparte. Il lui envoyait des mots. Général Bonaparte, il lui renvoyait ses missives. Il disait, moi, je n'ai plus de nouvelles de ce général Bonaparte depuis la bataille des Pyramides. Il lui renvoyait. Donc, c'était important pour lui de garder ce rang d'ancien souverain. Mais les repas se passaient avec un décorum, comme à Saint-Cloud. Hein. On sortait le grand service de Sèvres, etc. C'était en grand uniforme, alors qu'ils avaient très chaud. Il faisait humide, mais en même temps très chaud. Les gens suaient, etc. Mais en uniforme. Et après le repas qui était expédié, eh bien, il y avait les causeries et Napoléon se mettait à discourir pendant des heures et les gens avaient très envie d'aller dormir et ils lisaient des pièces de Voltaire et les gens n'avaient qu'une hâte, c'est d'aller dans leur chambre et d'écrire ce qu'ils avaient entendu. Hein, parce que quand même ils savaient qu'il se passait quelque chose d'important. La troisième question, les Anglais, elles vont avoir été très utiles en tout cas. Ah oui, absolument. Mais c'est vrai qu'on pose souvent la question parce que, je ne sais pas, elles ne doivent pas être très plausibles, les Anglaises. Non, mais c'est curieux qu'on pose à chaque fois cette question. Il doit y avoir un problème. Il y en avait une quatrième qu'on avait posée. On prend où le bateau pour aller à Saint-Hélène? À Cardiff, dans le pays de Galles. À Cardiff? Mais on ne peut pas le prendre d'une côte si on peut africaine tricher ce que j'ai fait, on peut prendre le bateau à Tenerife. Donc, vous avez 10 jours quand même de traversée. Oui, mais alors, l'aéroport à Tenerife est particulièrement dangereux. Oui, il est dangereux, on peut dire ça. Non, on peut aller en bateau à Tenerife. Ah oui. Oui, on peut aller jusqu'à Tenerife. Et maintenant, il y a quand même... Moi, quand j'ai effectué ce voyage, c'était en 1993. Donc ça fait 7 ans. Et il y a des facilités plus grandes à partir de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Enfin, c'est quand même un voyage long et coûteux. Combien d'habitants actuellement? 6 000. Ouais. Vous savez que c'est une île qui était inhabitée lorsqu'elle a été découverte. Elle a été découverte d'ailleurs par des Portugais le jour de la Sainte-Hélène, d'où son nom. Et le premier habitant, d'ailleurs, moi je crois beaucoup au geste fondateur, le premier habitant était un prisonnier. C'est quelqu'un qu'on a déporté, c'est quelqu'un qui a été condamné à mort. C'était un homme, c'était un Portugais qui s'était converti à l'islam et on lui avait coupé la main gauche
et il n'avait plus que son pouce et les 3 doigts de la main droite. Il avait plus ses doigts. Donc on lui a donné la Dissau et on l'a déposé sur cette île de Sainte-Hélène, qui était inhabitée, où il est resté 8 ans, et où il a survécu, et il est revenu au Portugal, et d'ailleurs on en a parlé dans toute l'Europe, il a été reçu par le pape, etc. Et après Napoléon, il y a eu beaucoup de prisonniers, par exemple pendant la guerre des bourgs, il y avait 6000 prisonniers sud-africains qui étaient parqués à Sainte-Hélène. Donc c'est une île qui est quand même vouée, c'est la prison maritime. Hein. Enfin, vous savez sans doute, c'est une île c'est un des derniers confettis de l'Empire britannique qui a le même statut que les Falklands ou Gibraltar. Et les 6000 personnes qui vivent actuellement, qui sont à Sainte-Hélène, sont des descendants de... Il y a eu beaucoup de... il y a eu des esclaves qui ont été amenés des côtes d'Afrique, beaucoup de Chinois, de Malais aussi. Donc, ce sont des citoyens un peu de seconde zone. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont la citoyenneté britannique, mais lorsqu'ils veulent aller en Grande-Bretagne, ils doivent demander une sorte de visa, une sorte de permis. Donc, eux aussi se sentent prisonniers dans cette île. En tout cas, ils se sentent des citoyens de seconde zone. Je peux vous dire, et ça sera, je crois, le mot de la fin, je peux vous dire que les gens à Sainte-Hélène se fichent éperdument de Napoléon. Il n'y a aucun souvenir. Ça, on peut dire que l'industrie du souvenir n'est pas... on n'abuse pas de la situation. Moi, j'ai trouvé une seule chose pendant que j'y étais, c'était un torchon. Un torchon, oui, qui sert pour la cuisine, qui représente la longue goutte. C'est le seul souvenir qu'on trouve, ce qui en dit long d'ailleurs, sur l'intérêt qu'on peut porter à Napoléon. Voilà. Bien, plus de questions? Selon vous, puisque vous en parlez, je pense que vous avez dû aller à La Réunion quand vous êtes allé au Carguéla, oui. Vous avez pris le Marmont de l'Orme. Non, pardon, Dufresne. Marion de l'Orme. L'île d'Arreau est également une île inhabitée, les premiers habitants. Oui, exactement. Vous avez raison. Après la révolte de Bordeaux. C'est exactement comme l'île de la Réunion. Ils ont été marronnés 3 ans, une huitaine de types qu'on est allé chercher. On l'a trouvé, j'étais très heureux, pareil, elle est très bien montée. Et c'est là que vous avez décidé de coloniser l'île. Et d'envoyer des gens. Mais vous êtes allé au Kerguelen? Non. Ah oui. Non. J'en ai rêvé. Il n'est pas trop tard. Et les charters de l'organisme de masse. Alors, si vous décidez finalement de vous procurer l'ouvrage de Jean-Luc Hoffmann, il en reste encore, donc n'hésitez pas. Et donc, merci beaucoup.